Voilà, mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres de la mission, monsieur le rapporteur, je vous propose de poursuivre cette mission en accueillant maintenant monsieur Gaspard Koenig, président de Génération Libre, monsieur Sébastien Lay, entrepreneur, et madame Delphine Granier, analyste. Rappelez que le think tank Génération Libre a publié en juillet 2014 une analyse assez critique, très critique, du rôle confié à la BPI et de son action, qui s'intitulait de façon très parlante, je rappelle le titre, « Bureaucratie, protectionnisme, inefficacité », pour en finir avec l'interventionnisme public débridé, et auquel la banque publique a d'ailleurs répondu quelques temps après. Depuis, vous avez d'ailleurs mis en place un observatoire BPI Watch qui suit l'actualité des investissements de la BPI. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole pour que vous puissiez nous faire part de vos analyses les plus récentes sur l'ensemble de ces questions. Je me permets de vous rappeler que cette audition est retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Et après vous avoir laissé du temps pour la parole, nous pourrons poursuivre par des échanges entre les membres de la mission, monsieur le rapporteur et moi-même. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le député. Nous sommes très flattés, très honorés que vous preniez le temps de nous recevoir. Je vais vous présenter, disons, les motivations qui sont derrière ce rapport. Et puis après, je laisserai Sébastien vous présenter les détails techniques et les recommandations que nous fournissons. Génération Libre est un think tank qui défend le libéralisme classique français. Et pour nous, la BPI est un sujet d'étude logique dès sa création. Est-ce que c'est une banque qui est effectivement là pour pallier prudemment aux déficiences de marché, ou est-ce que, comme nous en avons l'impression, c'est une banque qui tend à se substituer à l'investissement privé et qui a des effets de long terme dommageables pour l'économie française? Alors, moi-même, je ne suis pas un expert, donc partant de cette question, j'ai demandé à Sébastien de faire ce rapport qui a également été revu, auquel ont contribué des économistes comme Augustin Landier. François Hollande a déclaré le 26 mars, en 2 ans, à propos de la BPI, en 2 ans, vous avez construit une banque presque unique en Europe qui a assuré une bonne part du financement des entreprises de notre pays. Ce bilan est impressionnant puisque la BPI a augmenté en volume l'ensemble de ses prêts de 30% en 2 ans. Et pour nous, c'est là tout le problème. C'est l'interventionnisme de la BPI et c'est cette impression que l'objectif de la BPI est de financer le plus possible d'entreprises. Je vous donnerai juste quelques exemples plus anecdotiques. Quand Nicolas Dufourcq se présente, par exemple, à des conférences auxquelles il m'a été donné d'assister comme un banker for entrepreneur, un banquier pour entrepreneurs, alors que c'est tout ce qu'il ne doit pas être. Quand il dit qu'il veut faire du bon business, alors que c'est précisément ce que l'État ne doit pas faire. L'État doit aller là où il y a des problèmes de financement pour prendre des risques que le secteur privé n'est pas capable de prendre. Quand nous avons publié ce rapport, nous avons eu de nombreuses réactions d'investisseurs et d'entrepreneurs qui nous ont contactés, et c'est ce qui nous a donné l'idée d'ouvrir BPI Watch. Ils nous ont contactés souvent en réclamant l'anonymat, parce que maintenant la BPI exerce une véritable pression sur un certain nombre de business en France. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Des investisseurs nous ont dit qu'ils ont été chassés par la BPI, qui prêtait à des taux ou dans des conditions plus avantageuses qu'ils ne pouvaient le faire eux-mêmes. Des entrepreneurs nous ont dit qu'aujourd'hui, si la BPI n'est pas au premier tour de table, les autres établissements financiers ont peur d'y aller, comme si la BPI agissait comme une sorte de garantie parapublique. Ou encore d'autres entrepreneurs qui nous ont dit que levant du capital auprès de fonds de private equity tout à fait privés, la BPI a forcé la porte et s'est imposée à eux en leur proposant des conditions tellement avantageuses qu'ils ne pouvaient pas refuser. Donc c'est bien sûr anecdotique et tout ça est difficile à démontrer, mais c'est ce que ce rapport tente de faire. Je dirais en 2 mots que pour moi, de manière plus fondamentale, la question de la BPI est au cœur du modèle français, nous renvoie à de vieux débats. Faut-il encourager les acteurs privés ou leur préférer les institutions publiques? J'ai retrouvé avec plaisir une lettre de Turgot à l'abbé Terré au sujet du commerce des grains en 1770. Il disait « Quelle serait l'extravagance qu'il y aurait à créer une compagnie publique en charge des grains, je cite, qui ne servirait qu'à produire par les moyens les plus compliqués, les plus dispendieux, les plus susceptibles d'abus de toute espèce,
les plus exposés à manquer tout à coup précisément ce que le commerce laissé à lui-même doit faire infailliblement à infiniment moins de frais et sans aucun danger. Aujourd'hui, je pense que si l'on remplace grain par capital risque, on aura une bonne description de l'activité de la BPI. Et oui, il y a un problème de financement du capital risque en France. Une étude récente de Ernst & Young montre que le capital risque s'est contracté de 8% en 2014, alors qu'il augmente dans d'autres pays. Mais précisément, nous pensons qu'il faudrait prendre le problème en amont, du côté de la réglementation et de la taxation, plutôt qu'en aval, qui est finalement une solution de dernier recours et un aveu d'échec. Cette conception est d'ailleurs assez explicite, puisque quand on lit le livre publié par Arnaud Montebourg, écrit dans son temps libre de ministre, qui s'appelle « La bataille du Made in France », il explique ce qui est à l'origine de la création de la BPI, et il dit très explicitement que la BPI est là pour lutter contre le modèle libéral financier, c'est-à-dire contre le financement privé. Et il écrit « Lentement, sûrement, l'État redevient le grand frère associé des entrepreneurs. C'est bien toute notre crainte que l'État redevienne le grand frère des entrepreneurs. » Aujourd'hui, la BPI est très présente en France. C'est un acteur majeur dans le paysage du private equity français. Elle assure aujourd'hui près d'un investissement en fonds propres sur 10, une proportion qui pourrait atteindre 30 ou 50% s'agissant des PME. Et Nicolas Dufourcq va jusqu'à s'aventurer à dire qu'il y a trop de fonds de capital risque en France. Je laisserai Sébastien vous exposer les problèmes concrets qui se sont posés depuis la création de la BPI. Mais enfin, ce que je veux vous dire, c'est que pour nous, la BPI crée des effets de distorsion de marché et d'éviction du secteur privé qu'une banque publique responsable et raisonnable devrait éviter. Moi-même, j'ai travaillé à la BERD, une banque publique, et il y avait, à mon sens, c'est évidemment pas parfait, mais un certain nombre de comités, de revues, d'économistes, de boards indépendants qui, pour chaque projet, se demandaient est-ce qu'on a le droit d'aller là ou est-ce que nous ne sommes pas en train de détruire une partie de l'activité privée. Et il me semble que ces garde-fous ne sont pas présents dans la BPI. À titre symbolique, j'ai été frappé de voir sur le quai de l'Eurostar des affiches de publicité pour la BPI « Entrepreneurs, venez à nous ». Et on voit bien que là, la banque publique n'est pas du tout dans la philosophie dans laquelle elle devrait être, à faire sa propre promotion auprès du public et des entrepreneurs, alors qu'elle devrait être là en dernier recours, là où le marché ne peut pas assurer le financement. Voilà, je vous remercie et je cède maintenant la parole à Sébastien. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, merci de nous recevoir. Je m'exprime aujourd'hui à double titre, d'abord pour le think tank Génération Libre. On va revenir un petit peu sur les différents éléments d'analyse de la BPI, parce que ça s'étend maintenant sur près d'un an, et puis aussi en tant qu'entrepreneur. S'agissant de Génération Libre, il y a vraiment trois types de travaux qui ont été produits. Il y a un rapport qui est sorti en juillet 2014, qui a fait aussi l'objet d'une couverture médiatique, notamment dans Challenge. Et la BPI a réagi, non pas directement au rapport, mais plutôt au résumé du rapport par le journaliste de Challenge. Je voudrais quand même le préciser. Et il y a eu d'ailleurs une réponse à la réponse qui a été publiée sur le site web de Génération Libre. Ensuite, comme vous l'avez signalé, nous avons mis en place un observatoire de la BPI où nous revenons simplement cas concret d'investissement par cas concret d'investissement depuis maintenant pratiquement 10 mois. Sur l'actualité de la BPI, on a parlé par exemple du cas Viadeo ou des pertes en capital sur un certain nombre de lignes du portefeuille de la BPI. Et puis plus récemment, il y a un travail qui a été accompli aussi par un autre auteur, par Jacqueline Ligaud, qui est une comparaison entre la BERD et la BPI. Et on reviendra peut-être sur ce modèle, sur ce benchmark de la BERD, qui pourrait être un modèle en termes de gouvernance pour la BPI. Je vais donc aujourd'hui reprendre un petit peu les linéaments, je dirais, du premier rapport qui est sorti en juillet 2014. C'est un rapport sur lequel nous avons commencé à travailler en janvier 2014. Et donc, initialement, il parlait de la BPI, mais il parlait aussi de ce qui est maintenant, puisque cela n'a pas disparu, qui est BPI Investissement, qui est l'ancien FSI. Il y a donc 3 parties dans ce rapport. La première partie est consacrée à ce qui est donc à l'heure actuelle BPI Investissement. La seconde partie salue le recadrage qui a été opéré en novembre 2012 avec la création de la BPI, mais pointe un certain nombre de failles dans la gouvernance et dans la structure qui, d'après nous, expliquent les conflits d'intérêts.
On ne reviendra pas ici, dans le cadre de cette commission, sur tous les conflits d'intérêts entreprise par entreprise. Simplement, nous allons nous efforcer de vous montrer que parce que les structures sont défaillantes, parce qu'une trop grande latitude a été laissée aux hauts fonctionnaires au détriment du politique exécutif, mais aussi représentation nationale parlementaire, eh bien, des dérives ont eu lieu et des dérives auront probablement encore lieu. Enfin, la dernière partie fait office de proposition. Et on propose en fait, on en parlera probablement à la fin de cette interview, un recadrage un petit peu des missions de la BPI. Je voudrais d'abord donc revenir rapidement sur BPI Investissement. BPI Investissement, l'ex-FSI, n'a pas été décidé par la présidence actuelle, mais par la présidence précédente. Et à l'époque, l'idée était d'avoir un fonds souverain à la française. C'est une idée qui, pour nous a paru irréaliste depuis déjà de longues années, tout simplement parce que le modèle était celui des fonds souverains de Norvège ou du Qatar. Or, en France, nous n'avons pas, en premier lieu, nous n'avons pas de manne pétrolière à réinvestir. Deuxièmement, nous n'avons pas d'excédent budgétaire à réinvestir, mais plutôt des déficits. Peut-être que ce FSI se justifie en 2008-2009 par des difficultés temporelles, conjoncturelles. 7 ans plus tard, il faudrait faire le point. On est censé sortir de la crise. Et puis aussi par la défense d'intérêts stratégiques, peut-être des industries qui sont plus importantes pour la France que d'autres. Cela a probablement le mérite d'exister, mais il faut probablement encadrer un petit peu les secteurs. Est-ce que, puisqu'on en a reparlé dans l'actualité, Dailymotion, c'est un intérêt stratégique, et en quoi est-ce plus un intérêt stratégique qu'Alstom? Voilà, je prends un cas concret, mais encore une fois, comme il n'y a pas de définition dans la loi de ce qu'est un secteur stratégique, une grande latitude a été donnée à ce fonds. Ce que nous précisons dans ce travail sur l'ex-FSI, c'est que malgré la création de la BPI, le FSI a été transformé en BPI Investissement. Il y a bien eu 1 ou 2 lignes qui ont été vendues, mais il y en a aussi qui ont été constituées. Depuis la création de la BPI, BPI Investissement est entré au capital de Naturex, de CMA CGM et encore d'autres sociétés. Donc en fait, le FSI a été dilué dans la BPI, mais c'est toujours le jardin à la française, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de choix, on garde toutes les institutions, on les empile les unes sur les autres et on crée une méga structure, mais personne ne s'est posé la question de l'efficacité et des retours aussi du FSI. Donc cette partie-là, c'est à peu près, je dirais, 40% du rapport. Ensuite, nous avons analysé la création de la BPI. D'abord, nous saluons dans le rapport le recadrage, parce que lors de la création de la BPI, rappelez-vous, la volonté du politique, c'était de venir en aide aux PME plutôt qu'aux grandes entreprises, ce qui nous paraît salutaire. Le problème, c'est que les choix n'ont pas été faits, puisque les grandes lignes ont été concernées en fait par l'État. Donc aujourd'hui, vous avez encore des participations au capital de grandes entreprises comme Vallourec et Eramet. Et puis, surtout, nous sommes revenus sur le mandat qui a été donné en fait à la BPI, et notamment la loi portant création de la BPI de novembre 2012. Ce mandat, il est extrêmement vague, et parce qu'il est vague, en fait, une grande latitude a été donnée notamment aux fonctionnaires qui dirigent la BPI, ce qui a permis finalement, on va revenir aux fonctions actuelles de la BPI, à l'institution de s'engouffrer à peu près dans le champ de 100% de l'investissement en France. Donc aujourd'hui, la BPI, c'est une institution unique au monde, mais pas unique dans l'histoire de France, il y a des précédents, mais unique au monde parce qu'elle est à la fois investisseur dans les fonds propres des entreprises, elle est à la fois prêteur direct aux entreprises, elle garantit des prêts, elle investit dans des fonds, donc elle a une activité de fonds, et enfin elle est aussi soutien à l'export en récupérant de plus en plus des compétences de la COFAS. Donc on a une institution unique, puisqu'à l'étranger, si vous regardez les fonds souverains ou d'autres banques publiques, vous n'avez jamais un spectre de compétences aussi large. Alors pourquoi est-ce un problème pour nous, et on prend des exemples concrets dans le rapport, quand vous êtes à la fois prêteur à une entreprise, actionnaire d'une entreprise et que vous financez de fonds qui sont eux-mêmes minoritaires dans une entreprise, bien évidemment, il y a des conflits d'intérêts. Par exemple, en cas de difficulté financière ou de faillite, qui doit-on privilégier? Le créditeur, l'actionnaire, le fonds qui investit. Voilà, donc ce sont essentiellement des problèmes de gouvernance. Pour vous convaincre du mandat très vague de la BPI, on peut peut-être reprendre la loi. Voici ce que dit la loi. C'est un petit peu l'inventaire à l'après-vert. La BPI favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. Elle oriente son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. Elle accompagne la politique industrielle nationale. Elle participe au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire. Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.
bref, je ne vais pas continuer la liste, mais il y a à peu près tout et aucun mandat défini précisément. Alors, le rapport, donc, s'étend un petit peu sur la gouvernance. Vous l'avez compris, la principale critique, c'est en fait le manque d'encadrement par le politique aussi, hein, et la grande latitude qui a été laissée aux équipes de Nicolas Dufourcq. Et puis, dans une troisième partie, nous proposons à la fois la création d'une commission qui réfléchirait en fait à une modification de la loi de création de la BPI pour mieux l'encadrer. Et puis, nous proposons nous-mêmes des missions qui nous paraissent importantes pour la BPI. Alors, quelles sont-elles ? L'essentiel de nos propositions consiste à dire que la BPI n'a pas sa place au capital directement des entreprises et elle devrait se concentrer plutôt sur le financement de l'innovation. Quand je parle de financement de l'innovation, il y a peut-être une articulation à trouver avec le plan Juncker ou avec les PIA, mais plutôt que de financement de projets ou d'infrastructures, on parle vraiment de financement de recherche et d'innovation de long terme. Innovation de long terme, c'est biotechnologie, nanotechnologie, recherche médicale, transition énergétique. Alors pourquoi ça? Et là, j'aimerais reprendre une comparaison avec la BERD. Gaspard a évoqué déjà l'exemple de la BERD, mais au sein de la BERD, non seulement vous avez des comités de crédit extrêmement rigoureux qui décident des financements, mais vous avez aussi des comités d'évaluation économique qui, à chaque fois que la BERD est sollicitée, se posent la question suivante. Est-ce que le secteur privé répond à ce besoin de financement ou pas? Si la réponse est positive, la BERD n'y va pas. Si la réponse est négative, qu'il s'agit d'un besoin de long terme qui n'est pas assumé par le secteur privé, la BERD intervient. Okay. La BPI a choisi une voie complètement inverse. À l'heure actuelle, sa doctrine a même évolué. La BPI investit souvent en co-investissement avec des fonds, et en particulier pour tout ce qui est l'analyse des sociétés, ce qu'on appelle les due diligence dans le jargon de la banque d'affaires, se repose en fait sur ces fonds. Donc en gros, c'est l'inverse pour la BPI. La BPI n'intervient que si le secteur privé intervient. Si le secteur privé n'intervient pas, la BPI n'est pas censée être là. Voilà, donc une approche complètement inverse de celle de la BERD. S'agissant d'ailleurs de la philosophie d'investissement de la BPI, officiellement, il n'y en a pas. Il y a les quelques lignes de la loi que je viens de citer, qui sont très vagues. Et sinon, il y a simplement en interne un document qui est la doctrine d'intervention, mais qui n'a aucune valeur juridique. Donc ça pourrait être bien, si on se penchait sur une modification de la loi, de définir précisément à cette équipe de hauts fonctionnaires et de politiques quels sont les champs de compétences de la BPI. Voilà. Une autre proposition que nous faisons, plutôt donc que d'accorder directement des prêts, nous recommandons à la BPI de jouer un rôle de multiplicateur de crédit dans l'économie française. Et là, l'exemple, c'est une autre institution qui est la KfW. On m'a posé la question quelles étaient les compétences de la KfW. De manière épisodique, il y a une activité de fonds ou de prêts directs, mais l'essentiel de son activité, à 90%, c'est le refinancement d'institutions de crédit locales allemandes. Okay. C'est exactement comme si la BPI aidait des banques populaires, des branches de la banque populaire à financer des projets, par exemple dans le logement social ou pour la transition énergétique. Okay. L'idée étant d'utiliser la surface financière de l'État pour aider déjà les acteurs de l'industrie du crédit, mais pas de prendre directement des décisions de prêt ou de crédit. Voilà l'essentiel de nos propositions. Hein. C'était ce qu'on demandait vraiment à la BPI, c'était des choix très clairs, non pas une disparition totale, mais se recentrer sur l'innovation et le rôle de multiplicateur du crédit et abandonner l'idée d'être présent directement au capital d'entreprise, ce qui est une vieille ancienne française qu'on retrouvait à l'époque du Crédit Lyonnais ou d'autres institutions précédentes. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Je voudrais réagir sur quelques points. Vous avez évoqué donc la réaction de BPI France en droit de réponse finalement à votre publication, enfin à la conclusion finalement, d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre réaction par rapport à cette réponse et qu'est-ce que vous auriez éventuellement envie de répondre à cette réponse? Un deuxième point, est-ce que vous pensez que la gouvernance actuelle, 50% CDC, 50% État au niveau de BPI France, est un élément finalement qui contribue à cette situation? Enfin, quel est votre sentiment par rapport à cette répartition du capital social au sein de BPI France? Et puis un dernier point, vous en avez
Mais pour aller un petit peu plus loin, un article du 24 mars dernier de Génération Libre a constaté que le capital risque a baissé de 8% en 2014 par rapport à 2013. Vous avez donc pointé du doigt, on va dire, l'inefficacité de BPI France dans ce domaine. Et que recommanderiez-vous là pour améliorer l'activité du capital risque, donc sur ce point bien précis? Je vais laisser monsieur le rapporteur poser les questions, comme ça on pourra regrouper les réponses. Oui. Merci Madame la Présidente. Oui, juste une précision, il s'agit bien d'une audition et non pas d'une interview. Donc, sur les failles de marché, d'abord, est-ce que vous admettez qu'il y a des failles de marché? Voilà, c'est important peut-être de le préciser. Et pour vous, lesquelles quelles failles de marché vous avez identifiées et justement, à partir de quand, pour vous, cette intervention de la BPI ou de l'État est justifiée dans le cadre des failles de marché que vous identifiez et que vous définissez? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi de conflits d'intérêts? Parce que quand vous parlez de conflits d'intérêts, quels exemples vous avez en tête? Et pointez-vous notamment le fait que BPI France peut être dans le capital d'un donneur d'ordre et également d'un sous-traitant, puisqu'on a vu l'exemple récemment dans le cadre d'audition. Et puis, quelles propositions feriez-vous s'agissant de la gouvernance? Parce que vous parlez de risque de politisation, de conflit d'intérêts. Donc, selon vous, dans la gouvernance, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour éviter ce risque, s'il existe? Et puis, peut-être aussi, est-ce que vous croyez à un effet de levier possible de la BPI, justement, dans le cadre d'une action qui serait peut-être plus contrainte? Et puis enfin, est-ce que vous recommanderiez l'abandon de la doctrine de cofinancement? Oui, monsieur Alauzet, je vous donne la parole. Oui, sur votre intervention liminaire, monsieur Koenig, je comprends. Est-ce qu'il faut comprendre pour vous qu'il y a une concurrence déloyale entre la BPI et les autres entreprises, enfin les autres structures qui pourraient financer? Est-ce que c'est nuisible à la société en général, aux autres acteurs qui pourraient financer, à la logique de développement? Voilà. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus les effets négatifs de ce que vous indiquiez? Concernant le conflit d'intérêts, et notamment au travers le fait d'être à la fois au capital et en prêt, est-ce que ça veut dire aussi que l'argent pourrait être mieux utilisé s'il n'était pas stérilisé, entre guillemets, au capital de certaines sociétés qui n'auraient pas besoin de la présence de la BPI, et auquel cas, alors, il serait mieux utilisé selon ce qu'on comprend de vos propos, dans l'innovation, la recherche. Théoriquement, ça paraît pourquoi pas, mais en pratique, je ne vois pas bien comment cet argent pourrait être mieux utilisé dans les secteurs d'avenir, de recherche, d'innovation, dans les secteurs que vous avez indiqués. Merci. Je vais juste dire deux mots et après Sébastien va reprendre les points les uns après les autres. Je pense sur votre première question qui m'est directement adressée. Oui, c'est exactement d'ailleurs pour nous la définition de la concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'avec les moyens, pour caricaturer, on pourrait dire que la BPI fait du private equity avec les moyens de la puissance publique, dans beaucoup de cas, ce qui lui permet du coup d'évincer un certain nombre de concurrents privés. Encore une fois, j'en ai des exemples même très, très concrets d'un ami qui a une start-up du numérique qui n'a rien à voir avec ni l'innovation, ni les biotechnologies, ni rien, qui se développe, qui lève des fonds avec des investisseurs privés sans aucun problème, et la BPI lui propose des choses tellement avantageuses, avec des possibilités de non-remboursement au bout de 3 ans, enfin je ne connais pas les détails, qu'il doit, il s'y est... pour purement des intérêts de business, il a accepté. Et du coup, maintenant, il n'ose plus parler publiquement de la BPI. Et il y a quand même un effet d'omerta sur la BPI, sur le financement de BPI, qui est des retours que j'ai eus, qui existent. Je ne sais pas s'il est omniprésent, mais ça existe. Par rapport à ce qui peut être notre préoccupation de parlementaire, de l'intérêt général, est-ce qu'on peut considérer aussi que dans votre propos, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, que vous êtes aussi en défense de certains intérêts particuliers? Je caricature un peu, mais encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Hein, on est en défense de rien du tout. On est financé de manière complètement indépendante par des gens qui n'ont rien à voir avec la BPI. D'ailleurs, on est financé de manière très
minimale, si je puis dire. Et comme vous voyez, le think tank produit des rapports sur toutes sortes de sujets, y compris non économiques. On a fait des choses sur la liberté d'expression, des choses sur le revenu universel. On a fait aussi des rapports sur la Caisse des dépôts et consignations. On pense que cette voix, la voix que nous représentons, est une voix importante, qui n'est pas entendue ou pas assez entendue dans le débat public, y compris sur des questions comme la BPI, où il y avait une sorte quand même de consensus relativement... il y avait une sorte de consensus dans le corps politique et dans le débat public. Et bien sûr, comme nous sommes un peu les seuls à porter cette voix, précisément parce que nous sommes financés de manière indépendante, honnêtement, je ne pense pas que d'autres think tanks français pourraient faire un rapport aussi frontal contre la BPI, simplement parce que leurs sources de financement sont différentes, parce que justement nous sommes indépendants. Et donc évidemment, nous tirons toujours l'argument un peu au maximum, simplement pour bien clarifier notre voix. Ensuite, dans le détail de la discussion et de la conversation, nous sommes tout à fait conscients des besoins de nuancer un certain nombre de thèses. Et dans le rapport, on salue un certain nombre d'actions, on fait des propositions plus concrètes, etc. Et sur le reste, je pense que... Voilà, je vais laisser Sébastien répondre. Je vais commencer d'abord par accéder à la demande de Madame la Présidente qui me demandait de revenir sur les questions de la BPI ou sur le droit de réponse de la BPI dans Challenge. Alors d'abord, ce qui dénotait un petit peu peut-être un manque de respect pour le politique, mais la BPI dit, en réagissant à notre rapport, « Les présidents de région ne décident d'aucun financement particulier ». Ce à quoi nous avons répondu qu'il suffisait d'aller sur le site internet de la plupart des présidents de région qui, c'est bien normal, veulent attirer des investissements et qui, en début d'année, on avait donné l'exemple du conseil régional de Bourgogne, où les gens disent « La région mobilisera très prochainement BPI France afin de mettre en place de nouveaux outils de capital investissement en Bourgogne ». Oui, bien sûr qu'il y a une co-gouvernance avec le politique. Je dirais même qu'il n'y a pas assez de contrôle du politique sur le haut fonctionnaire au sein de la BPI. C'est bien normal, il s'agit de questions techniques, mais en tout cas, heureusement, et c'était le but de la réforme de 2012, heureusement que le politique est associé à la BPI. C'est vrai que la BPI a tendance, notamment quand Nicolas Dufourcq donne des interviews à Challenge, à dire non, nous sommes un nouveau Blackstone ou BlackRock à la française, il n'y a rien de politique dans tout ça, et je dirige un fonds d'investissement classique. D'ailleurs, dans la réponse à Challenge, M. Dufourcq précise, puisque nous critiquons certaines lignes cotées de l'ancien FSI, il nous dit « Les lignes de l'ancien FSI ne sont pas de si mauvais investissements pour le patrimoine des Français, puisque les cessions ont par exemple rapporté 400 millions de plus-value. » C'était en juillet 2014. Depuis, malheureusement, ils ont perdu pratiquement 1 milliard cumulé sur Eramet, Valourex, CGG, Technique. Et ce à quoi j'avais répondu à l'époque, est-ce le rôle de l'État d'avoir une sorte de hedge fund qui s'amuse à avoir des participations, à faire des plus-values, etc. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le but de la création du FSI, encore moins de la BPI. Et pour vous répondre à votre question, toutes nos propositions sur le financement de l'innovation sont à périmètre et à budget constant pour l'État, puisque nous proposons de faire une petite sélection, je dirais, dans le portefeuille du FSI. À l'heure actuelle, ça représente 6 milliards d'euros de participation cotée. Que l'État, via le FSI, ait 26% ou 15% d'Eramet, ça ne va pas changer grand-chose à la gouvernance de cette entreprise. Par contre, pour l'État, ça permettrait de mobiliser au bas mot au moins 3 ou 4 milliards d'euros pour d'autres projets. Voilà, donc j'en profite en même temps pour répondre à cette question-là. Je continue sur la liste des remarques de M. Dufourcq. M. Dufourcq nous dit « L'action de BPI France au service de l'innovation et des startups ne relève pas de la seule communication. En effet, en France, pour le premier semestre 2014, la France se hisse au 2e rang du capital risque en Europe. » Manque de chance pour lui. 6 mois après, on a les chiffres, c'est moins 8% pour le capital innovation en France en 2014. Donc il faut croire que ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce que cela n'est pas suffisant parce qu'il n'y a rien et que la BPI vient combler un vide énorme? En d'autres termes, est-ce que la situation serait encore pire si la BPI n'existait pas? Ou est-ce que ce n'est pas justement parce que la BPI existe qu'il y a un effet d'éviction du privé et que finalement ça n'a aucun intérêt pour un certain nombre d'entrepreneurs ou de financiers de lancer des fonds de capital risque en France? Voilà, je vous laisserai juge, mais c'est une discussion qui peut être assez longue. Et ensuite, il y avait aussi une petite critique qui nous a été faite par la BPI en disant que nous n'avions pas présenté nos travaux ex-ante avant la publication. En réalité, ils ont été informés. On a rencontré les gens de la communication institutionnelle, notamment M. Boulet, et donc ils ont pu suivre ce travail-là. Nous sommes en contact d'ailleurs. Toujours. Nous sommes en contact régulier avec
notamment la cellule de communication de la BPI. Nous répondons à leurs questions et nous sommes même engagés auprès d'eux, 24 heures avant la parution de nos BPI Watch, de les en informer. Et s'ils ont des points précis à modifier parce qu'il y a des erreurs factuelles, nous les reportons. Voilà. Ensuite, pour continuer maintenant sur l'articulation entre cette revue critique de la BPI et les problèmes de financement des entreprises en France, je crois qu'il faut signaler que, par exemple, sur l'export, il n'y a jamais eu pour moi véritablement de problème. La COFAS fait un travail admirable. Il faut au contraire veiller à ne pas trop détricoter la COFAS pour donner plus de pouvoir à la BPI. Sur l'amorçage, puisque la question m'avait été posée, il y a encore des problèmes en France. Est-ce que la BPI peut les résoudre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question essentiellement de fléchage de l'épargne, notamment des ménages français. Quant au problème de trésorerie, il y a probablement deux angles. Il y a la question de l'affacturage. En réalité, la BPI vient de se saisir de la question. Donc, c'est probablement un secteur où elle a une forte légitimité. Et puis, la question des délais de paiement des clients aussi, et notamment la puissance publique. D'ailleurs, en lien entre les deux, entre l'affacturage et les délais de paiement des clients, vous avez aussi une initiative de la Banque Postale sur tout ce qui concerne la créance d'un client un peu particulier, qui est l'État. Voilà. Puisque la plupart des petites entreprises en France ont du mal à se faire payer rapidement par l'État. Pour maintenant développer le financement des entreprises en France, il y a deux domaines essentiels. Il y a tout d'abord les limites qui ont été imposées aux banquiers et aux assureurs depuis la crise, notamment aux assureurs. Ce sont les accords dits de Solvency 2 ou de Solvabilité 2. Probablement faire un travail plus efficace pour rendre plus attractif pour ces institutionnels le financement direct des entreprises. Et puis la question de la fiscalité aussi. En réalité, si on reprend la séquence des événements sur 3 ans, il y a un pouvoir politique qui a quand même commencé par taxer les gains en capital, aligner la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, et puis qui s'est retrouvé un an plus tard à redonner d'une autre main ce qu'il avait pris en demandant à la BPI d'intervenir. On va vraiment se poser des questions sur l'articulation entre les deux et ce qu'on peut faire au niveau de la fiscalité. Pour reprendre les autres questions. Alors, oui, tu veux répondre à ça? On va reparler des questions de gouvernance. Sur l'actionnariat, 50% CDC, 50% État. Rien de particulier à dire à cela. D'où ça vient? Ça vient en fait de la constitution du FSI et du portefeuille du FSI où la CDC a amené un certain nombre de lignes. Donc ça vient de là. Si on réfléchit sur l'utilité d'avoir toutes ces participations au fonds propres, qu'on en vend certaines éventuellement pour financer d'autres projets, du coup, il faut se poser l'intérêt de la présence de la Caisse des dépôts. Tant que ces lignes sont maintenues en portefeuille, il est normal pour la CDC d'avoir 50% de la BPI, puisque c'est elle qui a apporté historiquement son portefeuille. Voilà. C'est, à mon avis, un point technique qui rejoint peut-être la gouvernance, mais la présence de la CDC au capital de la BPI n'est pas un frein pour le développement de la BPI ou une question de conflit d'intérêt, je ne le crois pas. Pour la gouvernance, nous, ce que nous recommandons, c'est 2 points. D'abord, que le politique, l'exécutif, mais aussi le parlementaire, se saisissent de la question, probablement préparer une nouvelle commission composée de parlementaires et d'experts indépendants pour réfléchir à une modification de la loi portant création de la BPI et définir précisément les missions de la BPI. Okay. Pourquoi la BPI s'est retrouvée avec tant de rôles différents et tant de conflits d'intérêts? C'est parce que le politique n'y a pas donné de feuille de route. On aurait pu avoir une personnalité effacée à la tête de la BPI, c'est loin d'être le cas, et bien évidemment, c'est normal, il a étendu son emprise et il pense probablement bien faire. Donc nous recommandons de définir précisément les missions de la BPI, de les circonscrire. Au niveau de la gouvernance, à l'heure actuelle, il faut définir une véritable philosophie d'investissement. Il faut avoir des comités de crédit plus rigoureux, comme dans le cas de la BERD, et aussi voilà, des comités d'économistes. Si vous regardez la BERD, que Gaspard connaît bien, il y a des systèmes d'évaluation économique, c'est-à-dire des économistes qui, sur chaque investissement, en tout cas les investissements qui dépassent un certain montant, se posent la question, encore une fois, est-ce que le secteur privé doit intervenir ou plutôt le secteur public, et rendent un avis que tout un chacun, que tout citoyen peut lire. J'ajoute juste qu'ils ont au sein de la banque une véritable indépendance institutionnelle. D'ailleurs, à la question de la dissémination de l'information, il y avait une proposition aussi de Génération Libre qualifiée de Open Data sur la communication même de la BPI. Quand vous lisez le rapport annuel de la BPI, vous avez des annonces de montant et de volume record, mais vous n'avez aucune information, si vous comparez ça avec par exemple le fonds souverain norvégien, aucune information sur le taux de rendement des investissements, les critères d'investissement, la masse, l'actif net, etc. Donc le législateur peut probablement imposer un minimum pour utiliser un jargon financier, de reporting aussi à la BPI.
Autre question sur la doctrine pardon. Juste terminer sur la doctrine du cofinancement. Encore une fois, cette doctrine du cofinancement, elle découle de l'absence de mission précise. Si la mission officielle de la BPI, c'était d'intervenir quand le privé ne peut pas financer un projet ou une entreprise, il n'y aurait jamais de cofinancement, ou de manière limitée. La raison pour laquelle il y a un cofinancement, c'est parce que la BPI, progressivement, a pris son indépendance, c'est considéré comme un fonds comme les autres, et du coup, prétend être au standard en fait, des fonds de private equity. Et se repose également sur ces fonds pour toute la partie analyse, en fait. La question que faire, monsieur Longuy, que faire pour améliorer le capitalisme en France, surtout de taxation. Oui. Alors, il y a une question qui a été posée donc, sur le capital innovation. J'ai déjà un petit peu répondu en parlant d'incitation pour les institutionnels à investir dans le capital risque, et notamment la question de la fiscalité, et des accords de Bâle III et de Solvency II. Et peut-être juste pour conclure, je dirais qu'on n'a vraiment pas réponse à tout et qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ignore sur la BPI et qu'il serait certainement nécessaire de faire un travail de recherche beaucoup plus poussé, mais nous pensons que nous posons les bonnes questions. Voilà. Très bien, merci. Je voudrais réagir sur quelques points. Vous avez parlé, monsieur Ley, de l'exportation qui, a priori, pour vous, ne posait pas de difficultés particulières, où la COFAS remplit un rôle qui répond aux besoins des entreprises. Alors, que pensez-vous du cheval de bataille qu'a pris BPI France cette année, puisque M. Nicolas Dufourcq a annoncé que l'année 2015 serait axée essentiellement sur l'exportation. Deuxième point, au niveau de votre observatoire BPI Watch, est-ce que vous avez remarqué au travers de cet observatoire des situations différentes d'une région à l'autre, ou est-ce que pour vous, il n'y a pas forcément d'incidence particulière des éventuelles coopérations qui peuvent exister entre les conseils régionaux et BPI France? Et le troisième point, vous avez souhaité avoir des comités de crédit plus rigoureux. Alors, qu'entendez-vous par plus rigoureux? Est-ce que c'est l'approche qui est retenue par BPI France qui vous apparaît peut-être trop financière et pas assez économique au niveau de l'analyse et de l'expertise des dossiers, ou est-ce que c'est autre chose? Moi, j'aurais juste besoin d'une clarification par rapport à la doctrine de cofinancement, pour vraiment savoir ce que vous pensez réellement de ce sujet, parce que vous, à la fois, vous parlez d'effets d'éviction, de nécessité de lutter contre les failles du marché, et en même temps, on ne voit pas trop bien, en fait, quelle est votre position sur cette question du cofinancement. Donc, je n'ai pas eu la réponse à ma question. Monsieur Alauzet. Oui, je vais relancer un peu ma question, ma deuxième question, parce que j'ai eu qu'une partie de la réponse, sur, bon, l'argent ne serait pas forcément bien utilisé, être stérilisé au capital de telle ou telle entreprise, j'ai bien compris, donc il pourrait être mieux utilisé autrement, et c'est là que je sais pas, d'ailleurs vous n'avez pas forcément vous-même tous les éléments, comment, ou BPI, ou alors, je ne sais pas qui d'autre, ou si c'est la BPI, pourrait utiliser cet argent dans des aventures plus prospectives, plus novatrices, etc. Est-ce qu'elle a vraiment les moyens de le faire? Est-ce qu'elle est l'outil adapté pour ça? Est-ce qu'elle peut le faire? Ou alors autrement? On peut commencer alors. S'agissant de la politique d'exportation, il n'y a aucune critique particulière dans notre rapport sur ce point-là. C'est un sujet dont la BPI s'est saisie. Je serais tenté de dire que c'est pratiquement cette année, pour la première fois, ça va être un non-sujet, puisque avec la faiblesse du cours de l'euro, mathématiquement, tous ceux qui exportent seront dans une bonne situation. Donc j'attends de voir concrètement ce que la BPI peut apporter dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a peut-être un souci de simplification administrative, l'idée d'offrir un guichet unique aux entreprises depuis longtemps, c'est l'idée qui est derrière la BPI, probablement une idée salutaire, et donc l'idée c'est de mettre l'export dans cette case-là. Depuis déjà 2 ans, c'est la BPI qui a été utilisée pour cet effort de simplification administrative. Est-ce que c'est le bon cadre?
Peut-être, à condition, encore une fois, quand on fait feu de tout bois et quand on fait tout, en général, on fait tout mal. Donc j'aurais préféré déjà depuis plusieurs années avoir un pouvoir politique qui me dise la BPI est en charge du prêt et uniquement du prêt ou de l'accompagnement des entreprises. Ça peut aller avec le prêt. Et ça me paraît compliqué d'être à la fois un actionnaire avec autant de lignes, suivre toutes ces lignes, en même temps prêter, en même temps conseiller les entreprises, en même temps les accompagner à l'export. Voilà, à vouloir faire feu de tout bois, on finit par tout faire mal. Sur la question des comités de crédit, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les critères d'intervention de la BPI. Donc, on ne sait pas concrètement, vu de l'extérieur, comment ils prennent leurs décisions. Peu importe que ce soit des critères de nature financière ou pas, puisque c'est la puissance publique, il pourrait y en avoir d'autres, mais encore faut-il que le citoyen puisse avoir accès à ces critères. Ce n'est pas le cas. Et il n'y a aucune communication sur ces données-là. D'ailleurs, quand on pose la question aux responsables de la communication institutionnelle, on nous dit qu'en gros, c'est la puissance publique, ce n'est pas juste un fonds de pension et qu'ils n'ont pas à communiquer leurs critères. Voilà. Donc c'est un véritable problème philosophique de transparence. Donc je le répète, c'est cet aspect-là. Nous, à aucun moment, nous avons défini ces critères-là d'investissement. Simplement, ils doivent être rendus publics et il doit y avoir une discussion avec l'exécutif et avec le parlementaire sur ces critères. La question du cofinancement. Alors d'abord, pour revenir, j'ai relu quelques passages de la loi pour vous montrer à quel point ça pouvait être vague. Donc il n'y a pas de philosophie d'investissement inscrite dans le marbre. Le cofinancement, c'est simplement de manière ad hoc et pragmatique. L'équipe de direction actuelle de la BPI, qui à un moment donné a dit bon, ben nous, finalement, même si on émane de la puissance publique, on est un fonds comme les autres. Et donc, on va intervenir finalement en accompagnant les autres fonds. Et en particulier, pour tout ce qui est le travail d'investigation sur les cibles, ce qu'on appelle les due diligence dans le jargon de la banque d'affaires, nous n'allons pas faire nos propres due diligence, nous n'avons pas l'équipe pour cela, nous n'allons pas payer des auditeurs pour faire des due diligence, on se reportera sur d'autres fonds d'investissement. C'est un choix, mais encore une fois, il faut revenir à la philosophie. Si on revient à la philosophie de la BERD, par exemple, la philosophie de la BERD, c'est de dire soit le secteur privé peut y aller et il y va tout seul, ou alors il ne peut pas y aller et nous intervenons. Donc cette doctrine, elle a été élaborée en cours de route. Mais oui, sur le cofinancement, je pense que on pourra vous revenir là-dessus avec plus de précision, mais il faut qu'on travaille un peu aussi davantage ce sujet. Je pense que simplement le cofinancement n'est pas peut-être en soi un problème. Il peut y avoir un effet d'entraînement du cofinancement, comme il peut y avoir un effet d'éviction avec le cofinancement. Il faut bien arriver, ça revient à ce qu'on disait précédemment, à distinguer les deux cas. Mais je ne pense pas qu'en soi, le fait de cofinancer soit un problème. Et d'ailleurs, je nuancerai un peu ce que tu dis, Sébastien, parce que la BERD cofinance aussi avec beaucoup de banques privées et de fonds. Donc, voilà. Qui restait en suspens ou tu veux continuer ? J'avais une question, oui, sur l'observatoire. Est-ce que vous avez, au titre de l'observatoire, analysé des différences d'une région à l'autre, l'intervention de BPI France ? Non, on n'a pas vu de distinguo et la plupart des cas que nous avons analysés étaient des cas plutôt nationaux et plutôt bien connus. Voilà. Je vais m'y répondre. Oui. Les exemples de conflits d'intérêts. sur l'argent mieux utilisé, je ne peux pas clairement vous répondre. Il faut savoir que le BPI France aussi lève de l'argent sur les marchés pour se financer. Donc c'est aussi simplement que le but d'une institution publique n'est pas de dépenser le plus possible et d'arriver au maximum des dépenses annuelles qui est sur sa feuille de route. Elle peut tout simplement financer moins s'il y a moins de besoins. Et je pense que là, il y a une vraie, souvent, tentation des banques publiques pour exister, de financer un maximum. Parce que pour elles, quand même, le refinancement est facile, parce qu'elles ont des conditions de crédit très favorables par rapport aux autres banques. Donc financer moins ne devrait pas être un souci si on estime qu'il n'y a pas X ou Y besoin de financement. Voilà. Ça ne devrait pas être un critère, en tout cas. Et je trouve que la manière dont on utilise justement aujourd'hui les éléments de langage, regardez, la BPI a financé tellement, c'était les éléments de langage du président de la République, n'est pas une preuve de qualité. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup dépensé que ça fait du bien à l'économie. Ça ne devrait pas être un critère.
Mais je vais quand même continuer sur ce point-là. Quand bien même vous voudriez faire quelque chose de ces 3 milliards d'euros, je voudrais simplement revenir une très rapide discussion sur l'innovation. Aujourd'hui, en France, dans le capital innovation, si vous voulez faire de la start-up technologique, si vous voulez faire du Blablacar, etc., il y a le financement. Okay, et pourtant, la BPI est là parce qu'elle souhaite accompagner les fonds de capital risque. Maintenant, si vous êtes dans une innovation de rupture, de très long terme, parce que vous êtes un chercheur et que vous voulez lancer une nouvelle molécule contre le cancer, beaucoup plus difficile de trouver du financement, y compris du secteur privé. C'est pour moi dans ces innovations de rupture que l'État, éventuellement par le biais de la BPI ou pas, a encore un rôle à jouer. À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, non, elle n'a pas le personnel, mais elle n'est pas non plus outillée pour faire ce qu'elle fait, d'investir au fonds propres des entreprises. Donc, de toute façon, la question de la gouvernance et des hommes se pose aussi. Est-ce que, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que vous avez quelque chose éventuellement à ajouter au titre de la conclusion? Écoutez, je vais vous remercier de votre contribution, de cette audition. Terminée pour aujourd'hui donc notre mission et vous dire donc que nous nous retrouvons jeudi 16 à 10h pour poursuivre dans le cadre d'une table ronde sur les fonds. Voilà, bonne journée à chacune et à chacun.